comment tu as fait pour aller vraiment à fond dans cette niche et quels ont été les critères qui a fait que tu as décidé de choisir cette niche? Je me suis posé la question déjà de trouver où il y a de la demande, non pas le temps pour ça, mais où c'est un levier qui est important. Mais c'est vrai que c'est quand même aujourd'hui un milieu assez compétitif. Comment tu as trouvé ton tout premier client? C'était quoi un petit peu ce que tu as fait? Ok, bah alors pour trouver mon tout premier client, j'ai... Bienvenue dans ce nouvel épisode du Scaling Process, le podcast où on décortique les parcours de freelance et d'entrepreneurs qui veulent construire un business structuré, rentable et surtout qui ne dépend pas d'eux 24/7. Ici, vous allez retrouver deux choses. On va comprendre concrètement ce que les invités ont mis en place pour obtenir leurs résultats et surtout vous apporter des actions concrètes pour passer au next level dans votre activité. L'objectif, c'est simple, c'est de repartir avec des idées activables pour toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Moi, c'est Alexis, fondateur du Scaling Process et on accompagne des freelances et business de service à générer des clients de manière prévisible grâce au système qu'on met en place. Je suis accompagné de mon associé Aurélien. Aurélien, comment tu vas? Super, bonjour à tous. Bon. Salut. Et on reçoit aujourd'hui Edgar qui va nous partager son parcours, ses résultats, aussi les problématiques que tu as rencontrées, que tu rencontres ton jour. Donc, pour toi qui nous regardes sur cette vidéo, installe-toi bien, prends un peu de temps devant toi et surtout, prenez des notes parce qu'on va partager beaucoup de choses. Bienvenue Edgar sur le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Si tu peux déjà en quelques mots te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, dis-nous tout. Ok, bah enchanté. Donc moi c'est Edgar, j'ai 20 ans. J'ai commencé par le freelancing pendant un peu plus d'un an avant de passer sous un système d'agence avec qui je collabore beaucoup avec des freelances du coup maintenant. Et je suis totalement sorti de l'opérationnel au bout de 7-8 mois de mon agence. Et j'ai sorti depuis novembre un accompagnement aussi. Pour revenir sur la partie agence, aujourd'hui, je travaille avec 8 freelances. Voilà. C'est ça. Et au total, on est 10. Et il y a une personne qui m'aide sur la partie acquisition client et une autre personne qui s'occupe un petit peu d'un rôle 360, gestion monteur, gestion client et un petit peu aussi la comptabilité. Ok, trop cool. Et aujourd'hui, tu fais ce podcast depuis une villa à Samui. Donc, je pense que ça va en intéresser plus d'un de savoir comment tu es passé d'étudiant, parce que moi, je te connais un petit peu en dehors aussi, comment tu es passé à te lancer. Je me souviens un peu encore quand tu te lançais, à maintenant, tu peux un peu bouger où tu veux. Peut-être rentrons directement dans le vif. Tu vois, comment tu as trouvé ton tout premier client? C'était quoi un petit peu ce que tu as fait? Ok, bah alors pour trouver mon tout premier client, j'ai beaucoup appuyé sur mon réseau qui m'a ouvert sur un premier client, et ensuite la suite des clients c'est vraiment accumulé grâce au bouche à oreille. Alors le bouche à oreille, j'ai vu que ça pouvait être vraiment un très bon levier, notamment quand on est freelance. C'est d'abord de faire de la bonne qualité, livrer une super livrable avec une bonne delivery, le respect des délais, toutes ces choses-là. Ça m'a permis ensuite d'être recommandé. Pour pousser la recommandation, moi ce que je fais, c'est que j'ai un système de réduction avec les clients quand ils me ramènent un nouveau client. Donc c'est-à-dire que sur leur prochaine, donc moi j'ai une agence de montage vidéo. Avant j'étais freelance en montage vidéo, et donc dès qu'un client me ramène un client, et le client qui me l'a ramené a une réduction qui est par rapport aux revenus ramenés par la personne recommandée. Ok. Donc, tu as été direct, tu as compris directement les mécanismes à développer là-dessus. Et du coup, ce que je comprends bien, c'est que ça s'est fait un peu de fil en aiguille parce que tu livrais quelque chose de bon dans les délais. Tu vois. Ce qui est d'ailleurs, petit aparté là-dessus, mais très complexe à avoir quand on veut déléguer à des monteurs vidéo. Voilà, toi j'ai l'impression que tu as compris qu'il fallait que tu puisses mettre en place quelque chose de très très carré sur le rendu final pour que justement derrière tu puisses avoir cet effet-là, quoi. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment essayé de comprendre qu'est-ce qu'avaient besoin mes clients. Et ce qu'ils voulaient, c'était de la fiabilité, de la rapidité, et une personne qui voulait travailler sur le long terme avec des prix qui restaient raisonnables par rapport à une agence. Moi, je voyais notamment d'un côté des freelances qui étaient assez peu fiables, même si le prix était du coup moins cher qu'une agence, et d'un autre côté des agences qui étaient très fiables, mais qui coûtaient beaucoup trop cher.
Et j'ai vraiment cherché à faire un mix des deux, c'est-à-dire qu'on va proposer l'authenticité qu'il y a avec un freelance, une vraie échange avec une vraie personne qui va réaliser le travail, une bonne fiabilité de livraison et ensuite des tarifs qui restent attractifs avec des tarifs alignés avec ce que proposent les freelances français. Donc ça a été un peu mon positionnement et c'est comme ça que ça a vraiment bien fonctionné, c'est-à-dire que une fois que j'avais mon client, je me concentrais qu'il soit réellement 100% satisfait parce que je sais que ce client-là, je vais le garder sur plusieurs années et il va pouvoir me ramener d'autres clients. Donc ça a été vraiment un bon levier, la recommandation. Après, je pense que pour trouver un premier client, la prospection, c'est sûrement l'une des meilleures méthodes d'aller chercher son premier client parce que pour moi, ça se permet de se confronter au marché, voir qu'est-ce qui est demandé, voir quel type aussi de profil intéresse réellement nos services et aussi de se faire la main sur la délivrabilité. Parce que si notre délivrabilité elle est énorme, on peut aller nulle, on peut aller chercher peu importe. Enfin, quel client, à la fin, on reviendra à zéro parce qu'on n'arrivera ni à les fidéliser, ni à les recommander. Et c'est juste de l'énergie qui va s'épuiser dans le temps. Ok. Hyper intéressant. Donc, tu t'es vraiment concentré sur te dire, ok, dès que j'ai un client, il faut que je le maximise, il faut que je fasse tout pour qu'il reste avec moi. J'ai l'impression que ça t'a plus ou moins bien réussi. Parce que ça doit faire quoi? Ça doit faire 2 ans, peut-être qu'on travaille ensemble maintenant. C'est ça. C'est vrai qu'on travaille ensemble sur la partie montage. Donc peut-être pour ceux qui nous regardent, qui regardent ces vidéos-là, toutes les pubs que vous voyez passer ou c'est moi qui est dessus, grande chance que ce soit Edgar et sa team qui les aient montées. Et c'est vrai que donc tu as cherché à rentrer en contact avec le client. Une fois que tu as obtenu le client, tu t'es dit ok, comment je fais pour fidéliser ce client-là? Est-ce que tu as priorisé c'est la fiabilité, les revenus, un prix qui est attractif par rapport à une espèce d'entre-deux entre freelance mais qui livre mal et agence qui livre bien mais trop cher, et tu as essayé de te positionner là-dessus. Autre point que tu as mentionné, et peut-être c'est intéressant qu'on intervienne sur ce point-là, tu as voulu, a priori c'est ce que tu fais aujourd'hui, tu as voulu t'adresser à un marché spécifique, à un type de marché spécifique. Comment tu as fait, déjà si tu peux nous dire quelle est ta niche, et dans un second temps, comment tu as fait pour aller vraiment à fond dans cette niche, et finalement quels ont été les critères qui a fait que tu as décidé de choisir cette niche? Ok. Ouais, alors la niche, je l'ai choisie. J'ai choisi l'infoprenariat et notamment les infopreneurs pour vraiment tout type d'infoprenariat. Ça peut être des gens qui vendent des biens immobiliers, comme toi, Alexis, qui est consultant, ou une personne qui est coach sportif et qui a besoin de faire des vidéos explicatives pour certains exercices, etc. Bref, on est assez large sur cette niche, mais on a choisi les gens qui gagnent leur argent grâce à leurs vidéos et notamment grâce souvent à un produit en ligne. Pourquoi j'ai choisi cette niche? Je me suis posé la question déjà de trouver où il y a de la demande, où est-ce que les gens ont la flemme de faire leur montage vidéo, n'ont pas le temps pour ça, mais où c'est un levier qui est important pour aller chercher ensuite plus de revenus dans leur vidéo. C'est tout simplement les infopreneurs, parce qu'ils ont beau avoir 100 ou 1000 abonnés sur YouTube, donc c'est des petites communautés, c'est des gens qui ont un besoin réel en montage vidéo. Parce qu'au début, peut-être, ils peuvent le faire par eux-mêmes, mais très vite, s'ils ont besoin de scaler, faire des choses un peu plus complexes et plus rapides, on a tout de suite besoin d'un monteur vidéo. Et ensuite, il y avait un fort besoin. Et c'est des gens aussi qui ont de l'argent à investir. Parce que le montage vidéo, c'est un investissement et c'est pas du tout une dépense dans leur tête. Donc, c'est déjà une cible qui est éduquée sur ce principe-là. Et ensuite, je me suis lancé. J'ai d'abord via le réseau et ensuite aussi via la prospection. Je vois qu'il y a énormément de demandes et ça en assez peu de messages. Donc, je me suis dit qu'il y a un réel besoin. Il y a vraiment de la demande qui est confirmée aussi sur le terrain. Et les gens ensuite, par rapport à ce service, j'ai aussi pris mes monteurs par rapport à ma niche. Parce que du coup, dans le montage vidéo, il y a plein de niches différentes. Et un montage divertissement, c'est complètement différent d'un montage pour une VSL, Video Sales Letter, pour un infopreneur. Donc, un petit peu, voilà comment ça s'est fait. J'ai vraiment fait par rapport au marché et aussi par rapport à la demande et par rapport aussi à ce que j'aimais moi. C'est-à-dire qu'est-ce que je consomme sur YouTube. Et c'est au fur et à mesure
j'ai ajouté et j'ai, on va dire, amplifié l'idée que c'était une bonne niche. Ok. Donc, tu avais cet aspect aussi que tu as évoqué à la toute fin de ta phrase. Tu consommais déjà ce type de contenu. Donc, tu connaissais les codes de ce que recherchaient tes clients. C'est un truc aussi, on revient beaucoup sur les podcasts qu'on fait sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il faut connaître son avatar, il faut connaître à qui tu t'adresses. Et donc, toi, la façon pour connaître ton avatar, c'était de te regarder en fait le contenu qu'il faisait et la façon dont il voulait du montage. C'est ça, hein? Exactement, ouais. C'est ça. J'avais en tête les plus gros noms, même des autres noms. Je suis beaucoup les tendances de ce qui se fait. Et ensuite, ça me permet de pouvoir, d'une, mieux conseiller un client, être encore plus expert pour le client parce que je comprends son vocabulaire, j'ai son vocabulaire. Et en plus de ça, j'applique ce qu'il dit dans ses vidéos pour mon business ou autre. Donc, on arrive beaucoup mieux à se comprendre. Et derrière, j'arrive à lui faire des vidéos qui correspondent beaucoup plus à ce qu'il demande lui. Ok, hyper intéressant. Peut-être parlons chiffres, tu vois, parce que souvent on pense que les monteurs vidéo, tu vois, ça fait pas d'argent ou c'est très compliqué à vivre, etc. Ça peut être intéressant de nous expliquer parce que tu as vraiment poussé dans ce domaine-là, tu as vraiment été loin. À combien est-ce que tu as réussi à monter aujourd'hui dans le milieu du montage vidéo en termes de chiffre d'affaires, tu vois, avec une activité vraiment où tu produis du montage vidéo en tant que tel, et pas la partie accompagnement, mais vraiment, tu vois, sur montage vidéo. Le montage vidéo. C'est ça, Ouais. combien tu as réussi à générer? Avec le montage vidéo, déjà, je suis monté à 16 000 euros sur mon meilleur mois. Et en moyenne, ouais, il y a entre 10 et 15 000 euros de CA par mois. Voilà. Et je marge avec tous les frais inclus à peu près à 60%. Si c'était que par rapport au monteur, ça serait entre 65 et 80% selon les vidéos, on va dire. Et après, je rajoute notamment les frais de logiciel et c'est les frais aussi de l'assistante qui gère tout simplement l'agence. Ok. C'est très propre, hein. Je sais pas ce que tu en penses, Aurélien, mais en termes de marge, tu vois, pour un business où tu as réussi à bien suivre les bonnes étapes, tu as quand même conservé une marge Et qui reste surtout, hyper intéressante. aussi rapidement, parce que tu es quand même super jeune, on ne l'a pas souligné au début, mais à 20 ans, faire des chiffres comme ça avec du service, en freelance, avec une expertise, c'est quand même bravo pour ça. Toi, tu crois que c'est quoi ouais, peut-être qu'il n'y en a pas, tu vois, mais tu penses que tu peux scaler ton agence et le service, leur vidéo. Enfin, on parle ici d'agence, mais freelance, c'est à peu près la même chose au final. Mais tu penses que c'est quoi la limite de ton agence aujourd'hui sur ce service de montage? Je pense que, en réalité, je suis arrivé à la limite, à la taille de ma structure. Si je voudrais aller chercher beaucoup plus, ce qu'il faudrait, c'est d'une des plus grosses équipes et aussi un système de delivery beaucoup plus automatisé, beaucoup moins humain et ensuite une source d'acquisition plus prédictible. Enfin, plus prédictible dans le sens où aujourd'hui, je vais à fond sur la partie LTV dans les clients. Qu'un client, ça doit vraiment être un actif sur le long terme. Mais ça veut dire que si je veux scaler plus, va falloir que j'aille chercher aussi beaucoup plus de clients en one shot. En plus de ça, des clients que j'ai actuellement, parce que je travaille aussi beaucoup avec des agences de vidéo qui font la vidéo et qui délèguent toute la partie montage. Donc c'est souvent des grosses structures et qui ramènent beaucoup de quantité et c'est sur des clients comme ça qui sont vraiment intéressants sur cette partie-là. Et la question pour scaler, en vrai, je pense que du coup, là où j'en suis, je suis arrivé à peu près au maximum parce que sinon, avec l'agence que j'ai, la structure que j'ai, j'aurais trop de problèmes de delivery si j'augmente encore plus. Mais par contre, avec un système de delivery plus automatisé et avec une structure où il y a les monteurs qui sont directement attribués à tel profil plus à tel profil, vraiment quelque chose de plus autonome où j'ai vraiment besoin enfin, on n'a pas besoin de moi. Là, je pourrais aller chercher 30-50 000. Et après, plus loin, je sais pas parce que je pense que le montage, il y a aussi beaucoup de demandes. Mais il y a aussi, par exemple, de délais. Il y a beaucoup de délais entre les vidéos. Et surtout, c'est vraiment la delivery en elle-même qui est difficilement
100% automatisable. Parce que chaque vidéo aussi, il y a en termes de prix, je pense qu'il faudrait créer une vraie offre et plus faire de montage généraliste dans le sens où, parce que le prix, c'est vraiment à la demande du client. Du coup, si je veux aller encore plus loin, c'est difficile de faire ce côté qui reste humain, mais le transformer en, on va dire, automatisé. Ouais, clairement. Euh, et tu penses, je te donne une piste, hein, peut-être ça tu pourrais potentiellement l'explorer. Tu vois, je pense que tu as certains clients un peu phares, tu vois, les plus gros clients que tu pourrais avoir. En fait, je pense que sur un budget mensuel, tu vois, ils ont un budget vraiment au montage. Je te donne un exemple vraiment à la louche, mais admettons, ils payent 2500 euros par mois et tu leur fais absolument tout leur montage. Je pense qu'au niveau de tes calculs, il y a moyen que tu t'en sortes plutôt correctement. Ou en prenant le compte que certains mois, bah, certes, tu vas avoir besoin de délivrer plus, et peut-être certains mois, tu vois, les offres comme ça, tu vas peut-être marger un peu moins, mais tu as d'autres mois, ils vont avoir beaucoup moins de montage, et ils vont quand même te payer. Il y a peut-être moyen de creuser un truc là-dessus pour aller chercher du vrai recurring, tu vois, au niveau de ton activité de montage, sur les plus gros clients qui ont dans tous les cas ont besoin de dépenser. Et je pense qu'aussi, eux, ça leur enlèverait un peu une épine du pied de se dire, ok, bon, bah, je paye le monteur, j'ai juste à envoyer, et en fait, j'envoie, il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus. Et en fait, tu pourrais mettre un monteur attitré derrière qui s'occuperait de valider cet aspect-là aussi. C'est une piste, je sais pas si tu l'as déjà exploré, mais ça peut être intéressant. Ouais, en vrai, même ensemble, on avait essayé de faire quelque chose comme ça, mais c'est vrai que les besoins, on va dire, dans le montage vidéo et même dans la plupart des services, j'ai l'impression que ça évolue extrêmement vite. Notamment je vois, il y a quoi, il y a 1 ou 2 mois, c'était la mode de poster 20 fois par jour sur Instagram, puis ça s'est essoufflé. Ensuite, je sais pas, on est plus au mois de septembre, décembre. Bah là, ça va beaucoup plus bombarder sur les ads, donc on va me demander plus d'ads. C'est vrai que ça varie extrêmement vite. Même, tu vois, tu as envie de lancer un concept vidéo YouTube, mais à la base, notre contrat, il était que sur des formats réels. Je pense qu'il y a plein de petites options comme ça. Et ce que j'ai trouvé, et je pense que tu seras totalement d'accord avec moi, Alexis, ce que tu aimes bien, c'est aussi cet aspect où le monteur s'adapte complètement à toutes les demandes du client. Par exemple, toi, tu vas arriver, si tu as un mois, tu as besoin de 40 ads, il faut que je puisse en faire 40. Mais du coup, ce mois-ci, tu sais que tu vas pouvoir plus dépenser en montage. Et le mois d'après, en fait, du coup, comme tu en as fait 40, tu en as besoin d'aller 10 le mois d'après. Et la flexibilité, j'ai l'impression que les clients, ils aiment énormément ça en montage vidéo. Mm. Et ça doit même sans doute les fidéliser. Le fait d'être flexible, le fait d'être réactif derrière, ça a sans doute fidéliser tes clients dans le milieu du montage, tu vois. Donc il y a peut-être même un truc en effet à voir et peut-être même à pousser encore plus sur cette branche-là. Aurélien, t'en penses quoi, toi? C'est vrai qu'on a l'habitude d'accompagner également des monteurs, tu vois, on en a pas mal au sein de Scaling Process. Euh, qu'est-ce que tu en penses de la stratégie d'Edgar et comment ça pourrait être challengé? Bah, c'est drôle, tu vois, parce que moi, c'est la première fois qu'on se voit, Edgar. Moi, en fait, on fait l'opposé de ce que tu fais. Je pense que ta stratégie, elle peut bien fonctionner, mais nous, on fait l'opposé avec les personnes du scaling process. C'est-à-dire que nous, soit on met les clients, enfin, ceux qui sont monteurs, leurs clients, on les met soit sur un retainer, donc un abonnement par mois, ou soit on fait des packs de vidéos avec un objectif pour les renouveler. Ça permet d'avoir un revenu fixe parce que je pense que toi, tu avais une grosse demande, tu as eu un gros bouche à oreille. Mais c'est vrai que c'est quand même aujourd'hui un milieu assez compétitif. Et le fait d'avoir ce retainer ou ces packs de vidéos, ça permet de sécuriser pas mal de revenus. Donc nous, on met ça en place. Peut-être le petit truc, je ne sais pas si tu l'avais testé, mais ce qu'on met en garantie là pour les personnes du Scaling Process, c'est que les crédits vidéo qui ne sont pas utilisés, ils sont reportables. Et il y a toute une manière tu vois, d'adapter ça au fur et à mesure. Et c'est peut-être un truc que tu fais peut-être un peu moins, mais du coup, le monteur ici fait des points avec le client vidéo pour faire regarder c'est quoi la stratégie de contenu et s'adapter. Donc il y a aussi un petit suivi de ce côté-là qui est pas juste du montage en fait, mais c'est juste rajouter une petite dimension conseil pour vraiment aligner, tu vois, la stratégie montage avec la stratégie création contenu et création ads ensemble. Ok, ouais, je vois, avec un peu là, cet aspect accompagnement du client plus que le simple exécutant monteur. C'est ça. Et ça, du coup, on le fait payer aussi. Enfin, c'est compris dans le pack. Ouais, Mais en fait, ça fait que la prestation vidéo, tu la vends pas à des prix ridicules par vidéo. Mais en fait, le prix par vidéo est quand même relativement élevé. Et du coup, ça booste la rentabilité du service.
Ok, ouais, donc tu augmentes la valeur perçue avec cet aspect accompagnement en plus. Et les packs vidéo, ils sont déjà préfaits, c'est ça et Ouais, c'est après, ça. En fait, en gros, c'est une réduction à la quantité. Donc, enfin, ça dépend de ta niche et de ton marché, tu vois. Mais je pense que dans l'infopreneur aujourd'hui, je suis sûr que toi, tu regardes un peu les gens qui tournent bien. Ils ont certainement tous à peu près les mêmes volumes de vidéos. Et toi, tu adaptes tes packs, tu adaptes tes packs en fonction de ça. Mm, mm. Il y, a il y a ok. un il y a un point qui est important, c'est dans le sens où, tu vois, là, tu as trouvé ce qui marchait pour toi. Continue, tu vois, genre, push encore plus Ouais, sur ce qui marche déjà pour toi. À fond. Euh, Tu vois, il y a un truc qui fonctionne, les résultats sont là, ça montre que ça fonctionne aussi. Tu arrives à fidéliser tes clients, c'est-à-dire qu'en fait, tu as sans doute une approche qui est beaucoup plus, qui plaît, du moins à ta niche, aux personnes avec qui tu travailles. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à recommander d'autres aspects, mais c'est aussi pour d'autres niches, tu vois, c'est pour d'autres personnes. ouais. Donc, ça va dépendre beaucoup de la niche, toujours. Encore une fois, on en revient un peu au même à ce qu'on disait au début de ce podcast, c'est que ça dépend beaucoup à qui tu t'adresses, à la relation que tu crées avec les personnes qui bossent avec toi. Et ça en dit beaucoup, je pense. Donc, c'est un des aspects sur lesquels tu peux pousser. Euh, je vais revenir sur un point, parce que c'est vrai que moi, je te connais depuis un petit moment maintenant, un peu plus en off de ce podcast. Et donc, ça fait déjà quoi? Peut-être 2 ans qu'on se connaît maintenant, quelque chose comme ça. Euh, Ouais, c'est ça, hein. le plus même. J'avais 18 ans, là, je venais de rentrer ouais, en études. Ouais, donc j'en souviens un peu de tes débuts. Et je m'en souviens, il y a de ça peut-être 1 an maintenant, 1 an et demi. Tu étais encore en solo, si je dis pas de bêtises. C'était encore vraiment purement freelance. Et on avait discuté, et notamment c'était un événement, souviens-toi, que j'avais organisé, Scaling Process à Paris, auquel tu étais venu participer. Et on avait discuté, tu m'avais posé une question de Alexis, comment je peux faire pour, tu vois, pour sortir de l'opérationnel, parce que je m'en souviens à ce moment-là, tu étais full dans l'OP, ça tournait déjà très bien, tu vois, tu avais atteint un Ouais, stade freelance qui était vachement intéressant, tu tournais, tu faisais du chiffre. C'était encore toi, si je dis pas de bêtises, qui faisait la partie montage, où tu commençais à j'en déléguer faisais petit à petit, encore certains, ouais, ouais, c'est ça. tu t'occupais encore de certains aspects. Et on en avait conclu que finalement, si tu mettais simplement quelqu'un qui gérait pour toi l'ensemble des allers-retours clients, etc., tu allais gagner énormément de temps. Chose que tu as faite, du coup. Euh, je veux savoir comment tu as fait pour trouver cette personne, et qu'est-ce que tu lui as dit de mettre en place concrètement. Et surtout, et je pense que c'est ce qui intéresse le plus les personnes qui nous regardent et qui sont freelance, à combien d'heures tu as pu économiser par semaine, quoi, plus ou moins. Ouais. Ouais, franchement, ça a été un conseil qui a vraiment changé toute mon activité. Ça m'a complètement sorti de l'opérationnel. Alors, comment j'ai fait? Déjà, j'ai déjà bien préparé le recrutement parce que c'est vraiment, quand on y pense, une personne qui est hyper importante et il faut qu'elle reflète ton activité et ce que tu veux sortir de mon activité. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé déjà une fiche sur qu'est-ce qu'il faut comme type de profil, quelles tâches je vais déléguer. Une fois que je savais bien ça, je me suis informé un petit peu sur le poste, sur quels sont les indispensables. Ce qui en était ressorti, c'était vraiment cette capacité à s'adapter et d'être indépendante et pas tout le temps venir poser des questions, tout ça, de s'imprégner et après prendre les devants sur pas mal de tâches. Et du coup, c'est ce que j'ai regardé. Pour l'annonce, j'en ai mis une sur Upwork et j'avais cherché sur Fiverr. Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je sais que je ferai aussi de la publicité pour recruter cette personne, pour avoir un plus large choix. Ensuite, j'ai pris toutes les candidatures. Elles répondaient à un QCM de recrutement. Suite à ce QCM de recrutement, ça me permettait de trier les informations et les personnes que je voulais vraiment. On a passé un appel. On a eu des vraiment super profils. C'était un poste à 300 € par mois. On a été étonnés. On a eu plus d'une centaine de candidatures, sans lads, et des profils qui étaient pas forcément étrangers. Il y avait beaucoup de Français. Et notamment, on a recruté une Française qui avait travaillé pour un grand groupe et qui venait juste de s'expatrier. Comment on a fait? On a fait vraiment un onboarding sur un mois de la personne. Premièrement, j'ai en fait documenté toutes mes tâches au quotidien en faisant des vidéos Loom, tout ce que je pouvais faire et qu'elle allait faire. Ensuite, j'ai tout mis sur un fichier, donc un process étape par étape,
quand est-ce qu'un client rentre, quel message faut envoyer, avec quoi faut envoyer, comment faut le créer, comment faut l'envoyer. J'ai tout détaillé de l'étape de l'onboarding à l'étape de l'inboarding. Ensuite, j'ai tout envoyé. Donc déjà, j'ai ensuite mis cette personne dans les groupes WhatsApp avec les clients, avec les monteurs, pour voir aussi comment je faisais. Puis j'ai commencé à déléguer tâche par tâche, petit à petit. Ensuite, il y avait aussi des calls de manière régulière pour tout simplement voir ce qui allait pas, faire un point sur ce qui était bien, sur ce qu'on pouvait améliorer. Et ça sur au final 6 semaines. Et au bout de 6 semaines, au bout de ces 6 semaines, la personne elle était opérationnelle quasiment complètement. Elle posait encore certaines questions. Et aujourd'hui, elle est vraiment full opérationnelle, c'est-à-dire que je peux disparaître pendant une semaine. Elle sait fixer les tarifs, elle sait onboarder, elle sait quel monteur est pour quel type de client et pour quel type de vidéo. Absolument tout. Je peux partir une semaine et mon business il continuera à tourner. Aujourd'hui, les tâches principales, c'est quand je fais du recrutement, c'est moi qui le fais encore. Et c'est juste vérifier que tout se passe bien, vérifier aussi que les virements, je les reçois bien, fixer, valider les tarifs auprès des monteurs, un petit peu négocier parfois. En vrai, je dois y passer 2-3 heures par semaine sur l'agence, vraiment maximum. Ça me prend très très peu de temps. Incroyable. Ça me prend très très peu de temps. Incroyable. Tu dirais que c'est cet aspect de ton business qui t'a vraiment fait passer un cap, tu vois, je veux dire, du coup, là, si on reprend la situation avant que tu fasses ce recrutement, tu t'as fait à mort, tu vois, t'étais à fond dedans. Ouais. Donc ça t'a pris, du coup, j'imagine, plus de charges de travail pour transitionner. Mais du coup, après, finalement, tu avais la même activité. A priori, tu gagnais plus parce que tu pouvais onboarder plus. Et pourtant, tu travaillais moins, du coup, de ce que je comprends. C'est ça, finalement. Exactement. Alors, il y a eu vraiment 2 phases. Il y a eu la phase où je suis passé de freelance à agence, où j'ai commencé à recruter et déléguer les prestations. Là, il y a eu vraiment un vrai cap où j'ai compris que je pouvais faire 2, 3 fois, 4 fois ce que je faisais en travaillant 3 à 4 fois moins. Donc ça, j'ai mis ça en place. Et après, j'ai mis aussi l'assistante virtuelle en place. Et là, ça a refait un boom. Et c'est ce qui m'a sorti complètement de l'opérationnel. Incroyable. Et ça, on le rappelle à 19 ans. Je précise quand même. C'est ça. Ok, non, hyper intéressant. Et pas cher surtout, parce qu'en fait, souvent on pense que recruter ça peut coûter vraiment très cher. Et là, en fait, tu as eu une assistante virtuelle, donc c'est comme ça qu'on l'appelle, pour vraiment, en fait, si tu es freelance et tu gagnes déjà bien ta vie, tu peux te permettre d'avoir quelqu'un dans ton équipe qui peut te faire gagner beaucoup de temps. Complètement. Et moi, aujourd'hui, je la paye plus cher, mais celle qui répond à tous les clients sur Instagram, sur absolument partout, qui fait aussi plein de petites tâches qui peuvent sortir du quotidien, qui bosse aussi sur mon business d'accompagnement. Donc vraiment, petit à petit, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et en fait, j'ai pu déléguer des tâches qui peuvent être délégables et qui me prenaient du temps et sur lesquelles j'avais peu de levier. Et toutes ces tâches-là, j'ai réussi à lui déléguer. Donc, ça permet vraiment de faire gagner du temps et en fait de pouvoir avoir une progression et une croissance qui reste stable correctement sans être débordé de tâches inutiles. Parce que c'est un point qui revient aussi. Nous, on voit beaucoup ça avec Aurélien, tu vois, mais il y a beaucoup de freelance en fait qui taffent beaucoup sur le papier, qui font beaucoup de boulot, mais en fait, dans ce qui est réellement produit derrière, c'est pas non plus gigantesque. Et ça, c'est un problème qu'on revoit beaucoup, que tu as réussi à t'extraire, tu vois. Et je pense que là, tu as partagé vraiment des trucs qui sont hyper actionnables pour les personnes qui nous écoutent. Et je fais juste un mini aparté, mais en gros, pour les personnes qui nous écoutent, si vous vous retrouvez dans cette situation où dans ce que vous faites au quotidien, c'est juste des allers-retours clients, juste du renvoi de messages, etc. La réalité, c'est que vous pouvez vous éviter tout ça avec des recrutements qui sont pas si complexe, tu vois, Edgar, tu m'as dit en 6 semaines, tu as réussi à set up quelque chose, à avoir des candidatures, pour au final quelque chose ça t'a coûté 300 € par mois au départ, et ça t'a permis sans doute d'économiser vraiment beaucoup de temps. Donc, c'est pour les personnes qui nous regardent, si vous êtes à ce palier-là où vous savez que si vous voulez aller chercher plus, mais que là, vous êtes juste en train de faire des tâches qui sont tous les jours, vous faites la même chose,
peut-être temps de penser à mettre en place quelque chose comme ça. Je sais pas Aurélien, je suis curieux de savoir un peu, selon toi, c'est quoi le moment où il faut se dire, ok, bah là, c'est peut-être envisageable de prendre une VA, tu vois. Virtual Assistant, pour ceux qui nous écoutent. Moi, le moment, en fait, c'est à partir du moment où tu te rends compte que tu décroches pas. Enfin, je sais pas si tu as eu un avant et après, Edgar, c'est-à-dire que tu as toujours les messages des clients qui viennent toujours. Et puis là, quand tu mets quelqu'un Ouais. en interface, tout d'un coup, ton téléphone, il sonne plus. Tu dois plus tout le temps le regarder. Enfin, moi, j'avais des situations où, en fait, je me levais le matin, je sortais le téléphone par réflexe pour voir ce que le client m'avait dit. Quand je me couchais, je C'est regardais ça, hein. encore ça. Et Ouais, maintenant, je l'ai la plus non peur du plus. WhatsApp, c'est ça, la peur du WhatsApp. Souvent, quand tu es freelance, c'est ça. Moi, c'était ça chaque matin. J'avais peur d'ouvrir WhatsApp parce que genre j'avais 200 messages en attente et en plus c'est complètement contre-productif parce que tu fais quelque chose de productif. Imaginons tu fais la tâche je sais pas moi, du montage vidéo et je vais recevoir en même temps des messages de clients, ça va me sortir de ma tâche. Donc en fait, c'est juste une perte d'argent de pas avoir une personne comme ça. Dans son quotidien. Ça fait gagner beaucoup de temps que je peux mettre dans des tâches qui sont réellement productives et sur lesquelles je vais pouvoir aller chercher quelque chose derrière, donc soit plus de chiffres, soit plus de temps, soit une meilleure qualité de je ne sais quoi ou autre. Mhm. Il y a un vrai avant-après, ouais. Donc, tu as vraiment passé. En fait, ce qui est intéressant, et je pense que pour les personnes qui nous écoutent, ça peut être très applicable aussi, c'est que dès le départ, tu as eu la vision entrepreneuriale et non pas juste freelance où je fais mon taf, ça s'arrête là. Et du coup, ce qui se passe la majorité des cas, c'est que si tu es freelance et que tu fais juste ton taf, tu te retrouves vite sans client, tu te retrouves vite sans rien qui tourne. Là, tu as vraiment eu cette vision de, OK, c'est bien, il y a les clients, il faut les fidéliser, mais comment je fais pour mettre en place des actions qui vont me permettre dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, de continuer de tourner et surtout d'avoir cette croissance, tu vois, parce que l'idée, et c'est ce que tu as fait dans ton business, tu n'as pas cherché à rester stable et se dire, ah, bon, bah là, je vais faire 3 000 euros par mois avec ça. Non, tu as cherché à créer de la croissance. Et donc, pour ça, tu as consacré du temps vraiment à mettre les choses en place, des actions en place. D'ailleurs, c'est intéressant aussi de te poser cette question. Combien de temps tu passes réellement, ou du moins tu passais plutôt dans cette tranche-là de ta vie, combien de temps tu passais réellement sur la partie développement de ton business et non pas sur les clients? Enfin, je veux dire, c'était quoi un peu le calendrier, quoi? Sur la partie développement du business, c'est-à-dire sur pas faire du montage et aller chercher d'autres clients. En vrai, c'était la plus petite partie au final. Et c'est vraiment que quand j'ai commencé à déléguer, où c'est devenu la partie la plus importante. Je réfléchissais plus en mode délivrer, j'y réfléchissais en mode acquérir pour que d'autres personnes délivrent, pour que moi je continue à avoir l'énergie dans acquérir de nouveaux clients. Parce que souvent quand on est freelance, c'est ce qui se passait, c'est-à-dire qu'on allait chercher des clients, on avait les clients, on arrête d'aller chercher des clients et après on se retrouve sans clients quand on a fini de délivrer, donc il faut aller en chercher. Et le cycle, il se finit jamais. Alors que quand j'ai commencé à recruter des personnes qui savaient mieux délivrer que moi, derrière, je les ai mis sur la délivrabilité. Moi, j'étais concentré que sur acquérir des clients. Je savais que mon équipe, elle délivrait bien. Quand j'avais trop de clients aussi à faire les allers-retours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon assistante virtuelle. Elle s'est occupée de ça. J'ai pu aller chercher d'autres clients. Je savais qu'elle allait s'occuper de la mise en relation, que mes monteurs ils délivraient bien. Quand j'avais plus assez de monteurs pour délivrer tous les clients, j'ai refait un recrutement de monteurs, boum, et ainsi de suite. Vraiment blocage par blocage, j'ai avancé comme ça. Et du coup, ouais, c'est vrai que avant on passe du temps sur délivrer et pas assez sur la partie acquisition qui est quand même la chose qui fait qu'on gagne de l'argent. En fait, au final, là maintenant, tu as le système, c'est-à-dire qu'il suffit de l'alimenter un petit peu et ça s'accélère tout seul. Donc, ça, c'est vraiment top. Juste sur ta gestion du temps, est-ce que tu as des règles? Est-ce que tu as des règles que tu as mis en place pour ça? Par exemple, des règles du style je vais passer 1 heure par jour à faire de la prospection ou 1 heure à checker un peu mon équipe. Comment tu gères ton temps sur la semaine? Alors souvent c'est lundi. Lundi, je prends vraiment un temps pour refaire vraiment un point avec mon assistante qui est connectée à tous les monteurs, tout ça. S'il faut, je vais relancer certains monteurs. Je vais aller payer les monteurs qu'il faut payer sur cette semaine, toutes ces choses-là. Et après, il n'y a pas vraiment de temps qui est accordé à des tâches particulières. C'est si j'ai besoin de recruter,
je sais que le plus important là, c'est que je recrute, donc je vais mettre toute mon énergie dans le recrutement. Mais par contre, si je sais que là, j'ai pas besoin de recruter, c'est essentiellement, je reçois des messages WhatsApp, des questions de Zélie. Hop, je vais répondre à la question et mon job, il est fait là-dessus, quoi. Il n'y a pas vraiment de tâche de temps attribuée. C'est s'il y a besoin qu'il faut le faire, je le fais et voilà. Hein. Ok. Donc tu réfléchis pas en. C'est pas intéressant, tu ne réfléchis pas en. Il faut que je sois là de 9h à 17h. Sur ces créneaux-là, il faut que je fasse ci, ça. Tu as vraiment cet aspect plus entrepreneurial, tu penses plus en système qu'en salarié, quoi. C'est un peu l'idée. Ouais, c'est ça. En gros, moi, je me dis, il faut que, c'est la règle des 20-80 souvent. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a les 20% qui vont ramener les résultats que je souhaite, donc les 80%. Et en fait, le début de semaine, je me fais une liste de notes qui est sur mon PC et je note toutes les tâches que j'ai à faire de la plus importante à la moins importante et je les fais dans l'ordre le plus rapidement possible. Hein. Et après, il y en a d'autres qui s'ajoutent pour rester flexible parce que je sais honnêtement, je sais même pas ce que je fais demain. Donc je me dis juste, j'ai ces tâches à faire, je les fais, je fais le plus important et j'avance le plus rapidement possible. Et si j'ai fini avant, soit je fais d'autres choses, soit je suis libre. Ok, trop cool. J'aimerais qu'on parle un peu de la façon dont tu trouvais des clients, parce qu'il y a évidemment une grosse partie du bouche à oreille qui t'a été très favorable, notamment parce que tu avais mis en place des éléments qui t'ont aidé. Mais je sais, un peu en off, on en avait déjà discuté, que tu as une stratégie qui est très très spécifique, que tu avais bien maîtrisée, et que j'aimerais que tu dévoiles dans les grandes lignes. Après, chacun se fera le plaisir de tester ça. Je sais que tu avais une stratégie qui marchait très bien. Est-ce que tu serais OK de la partager? Parce que là, c'est une vraie bombe. C'est une stratégie, vraiment, c'est incroyable si on l'a développée. Tu sais de quoi je parle, donc à toi de la dévoiler si tu le souhaites. Yes, alors c'est une stratégie un peu bric-à-brac que j'ai trouvée à la fois par hasard, mais à la fois c'est au final maintenant c'est plus réfléchi et c'est plus optimisé. C'est le SEO, Instagram, TikTok. C'est le fait que quand on recherche mon service dans la barre de recherche, mon compte il tombe dans les premiers. Et aujourd'hui, c'est venu comment cette réflexion? C'est-à-dire que je me suis mis vraiment dans la peau de mon client et la plupart des gens maintenant recherchent plus sur Google ou autre un service. Ils vont aller chercher sur Instagram ou sur TikTok la barre de recherche, je sais pas, monteur vidéo, Minia Maker. Et du coup, ils vont chercher, ils vont aller trouver, ils vont les chercher sur les premiers comptes et ils vont DM ces personnes-là. Et aujourd'hui, cette technique, elle me permet d'avoir tous les jours des personnes qui me contactent sans que je fasse rien en DM ils ont un besoin spécifique et on va dire 80% de mes clients acquéris, ils arrivent grâce à cette technique du SEO sur Instagram ou TikTok. Ils recherchent, ils tombent sur mon profil il est optimisé pour leur plaire avec de quoi leur montrer que j'ai de l'expérience et aussi mon travail. Et ensuite, ils peuvent directement me contacter avec leurs besoins. Ça, c'est énervé. Parce que la réalité, c'est que la plupart des freelances monteurs vidéo, tu vois, en fait, ils passent leur journée à DM. On en reçoit tout le temps, littéralement tout le temps, avec leur portfolio, parfois même sans portfolio. En vrai. Mais du coup, tu vois, les gars, ils débarquent un peu, on ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et franchement, ça donne pas très envie de répondre. Toi, tu as vu le problème un peu à l'envers, tu t'es dit, OK, je vais capter des personnes qui ont déjà un besoin. Et en fait, finalement, les personnes que tu attires sont directement dans ta cible, parce que c'est des personnes que tu as déjà convaincues avant même que tu leur parles. Et arrête-moi si je me trompe, mais du coup, quand ils te contactent, en fait, ils sont déjà plus ou moins convaincus que tu peux les aider, quoi. Ouais, c'est ça, c'est en 2 messages. En fait, je m'intéresse plus à leur vendre quelque chose, je m'intéresse juste à savoir de quoi ils ont besoin. Et après, moi, je sais faire, let's go, on attaque. Ensemble, ça se fait souvent en 3 messages. En 3 messages, ils sont signés. Donc voilà, ça va très vite. Et franchement, c'est une bonne technique parce que y a personne qui l'utilise dans les services. J'ai regardé aux US, ils le font un peu. Et derrière, c'est des gros comptes et tu peux être sûr que tous les clients, tu cherches monteur vidéo, faut tomber dans les 3 premiers et tu rafles tout. Mm-hmm. Ouais, donc tu récupères une grosse partie de marché juste parce que le mec est activement en train de rechercher un monteur vidéo. C'est ça. Incroyable. Je résume quand même parce que là, je pense qu'on ne réalise pas. C'est que tu as 20 ans, tu fais des très beaux chiffres
Et tu closes des clients en 3 messages. C'est le niveau quand même, il est pas mal dans ce podcast. De ouf, de ouf, de ouf. Ouais, franchement, c'est un problème. C'est justement pour ça que c'est bien, c'est qu'il y a que des gens avec un besoin qui me contactent. C'est-à-dire, c'est soit des personnes qui ont été recommandées, où on a recommandé mes services, donc ils arrivent déjà avec un besoin. Soit c'est des gens qui ont recherché le service et qui sont tombés sur moi. Donc en fait, j'arrive qu'avec des gens où ils ont un besoin et c'est bon. Et si en vrai je devais aller faire une beaucoup plus grosse structure, j'ai réfléchi à quelle acquisition je mettrais en place et honnêtement, je pense que je ferais de la publicité en plus, de la vraiment bonne publicité. Parce qu'en montage vidéo, j'essaierai de toucher justement des infopreneurs qui ont direct leurs besoins, arriver au bon moment dans le bon feed. Et en plus de ça, en service comme ça, comme c'est un service où il y a du recurring, il y a une super LTV et donc derrière, il y a des coûts d'acquisition qui seront beaucoup plus faibles qu'avec des services one shot ou quoi. Donc je pense que pour passer au levier supérieur, l'ADS, ça serait la meilleure option. Ok. Il y a un point qu'il faut vraiment, tu vois, si tu es amené à lancer de l'AD sur la partie vraiment done for you, enfin, agence, ce que tu fais aujourd'hui. Donc, le truc, c'est qu'il faut que tu arrives à avoir une offre qui est break-even ou rentable dès le départ, c'est le mieux. Ou à part si tu décides vraiment où tu sais que tu vas fidéliser 100% de tes clients, il faut quand même regarder sur tes coûts d'acquisition au départ. L'avantage, c'est que je pense que tu vois, bah forcément, quelque part, si tu lances de l'AD, ton service parle pour lui-même. C'est-à-dire que si tu fais un super montage derrière sur tout ce que tu fais, du coup, tu leur montres en quoi tu es bon là-dessus, il y a de très grandes chances qu'ils viennent te contacter si tu fais vraiment des excellents montages dès le départ. J'ai vu pas mal d'agences d'ailleurs, freelance, qui font ça. Ils lancent des créas de malades mentales en termes de montage. Ils disent voilà, regardez ce qu'on est capable de faire. On peut clairement vous aider. On le fait pour nous-mêmes. On sait que ça marche. Et du coup, les personnes derrière les contactent à la suite de ça. Et c'est une bonne façon de closer des deals plus gros, quoi. Je veux dire, si tu veux rapidement sur des deals à 3-4K grand minimum, c'est une bonne façon d'aller chercher. Alors qu'au final, ça va peut-être te coûter, aller à la louche, 250-350 euros de coût d'acquisition, plus ou moins. Donc, c'est une bonne façon d'aller pumper ce que tu as déjà, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut faire sur vraiment du montage vidéo premium où par exemple, je sais qu'il y a de la grosse demande et c'est super cher les tarifs. C'est sur les vidéos SaaS, les vidéos VSL de SaaS. C'est des vidéos, elles durent 1 minute, 1 minute 30 et les gens, ils les facturent 1500, 2000 euros le montage. Justement, toi qui es dans la vidéo, tu conseillerais quoi comme niche? Enfin, les niches à explorer, pas forcément à conseiller, mais tu penses que les opportunités, elles sont où dans la vidéo actuellement? Dans le montage vidéo, je pense qu'en ce moment, vidéo SaaS, il y a de plus en plus de demandes. C'est des choses avec lesquelles il y a des super marges. Pour moi, bah forcément aussi, en ce moment, il y a un peu l'immobilier. L'immobilier avec l'IA, ils savent pas faire du tout, sauf qu'il y a des super vidéos à faire. Et il y a la plupart des agences immobilières, elles commencent à s'y lancer. En fait, ils filment une maison en construction ou en rénovation. Et avec la vidéo, on arrive à reproduire, avec l'IA, à reproduire la future maison. Donc ça fonctionne très bien. Et surtout, ça convertit super bien parce que les gens arrivent beaucoup plus facilement à se projeter à travers la vidéo. Donc il y a pas mal de demandes dans ça, dans le marché de l'immobilier. Je pense que vidéo SaaS, c'est pas mal du tout. Et après, dans le clipping, les gens ils cherchent beaucoup à faire de contenu en grande quantité. Voilà. Et après, VSL aussi, c'est top, hein, faire des VSL. Je pense qu'il y a un package qui peut être pas mal à faire. C'est l'accompagnement de A à Z dans la création de VSL. Ça peut être le script, accompagner aussi le client dans sa recherche d'un studio ou lui montrer comment il peut se filmer tout seul pour faire sa vaisselle. Parce qu'il y en a plein, ils font pas de vaisselle justement parce qu'ils savent pas comment se filmer ou aller trouver un bon studio. Donc les accompagner ensuite sur ça, sur le montage, pourquoi pas sur la façon d'être face caméra, donc avoir quelque chose d'un peu plus complet. Et après le montage et potentiellement l'hébergement, parce que les VSL maintenant il y a quand je pense à Viterb là, le logiciel pour traquer toutes les stats de sa VSL, pouvoir faire des A/B testing de VSL, c'est pas mal. Donc ça, il n'y a pas tout le monde qui connaît ce logiciel. Et pourquoi il y a des super marges dessus? Parce qu'en fait, il y a que le montage
à quasiment payer parce que le script de VSL, ça, avec un super prompt, avec Claude ou quoi, ça peut totalement être fait. On peut limite maintenant même vendre la landing page avec, parce qu'avec Lovable, on fait une landing page en rien. Donc en fait, on se retrouve avec une grosse offre, avec une énorme valeur perçue, avec des coûts extrêmement bas, parce que en soi, il y a que le montage de la VSL qui est à faire, ou sinon c'est automatisable avec l'IA. Et à la limite, on met l'assistante. Si elle est bien formée, elle sait faire la VSL script et elle sait faire le site avec Lovable. Donc ça veut dire que c'est à vraiment moindre coût. Donc je pense que ça peut être une offre qui peut être pas mal en montage vidéo. Ouais, Quelque chose clairement. de plus complet. Des offres un peu plus premium qui sortent aussi un peu du lot. Ouais. C'est une bonne façon aussi de se différencier. Tu vois, s'il y a des monteurs qui nous écoutent, alors les gars, si vous faites exactement comme tout le monde, la réalité c'est que avant que vous ayez un gros portfolio ou alors un truc un peu. Enfin, en fait, il faut arriver à trouver une façon de vous différencier, que ce soit sur le positionnement, que ce soit sur la façon dont vous allez proposer vos offres, sur ce que vous allez délivrer derrière. Il faut que vous ayez un angle qui soit légèrement différent. On ne vous demande pas de réinventer toute l'industrie, c'est pas ce que je dis là. Il y a des codes, il y a des règles dans cette industrie auxquelles, si vous voulez fonctionner dans ce marché-là, qu'il faut quand même respecter. Enfin, je veux dire, si vous commencez à changer tout, vous dites, je vais être super premium, je vais sortir une vidéo ad qui va vous coûter 400 euros pour un simple montage facecam. Bon, voilà, forcément, vous allez être différent, mais pas dans le bon sens du terme. Trouver une façon de devenir, d'apporter plus de valeur, quoi. C'est ça que je veux dire ici. Hein. Bon, Elian, tu voulais ajouter un truc? Ouais, surtout Alexis, ce qu'a dit Edgar, c'est un truc que je sais bien que tu aimes beaucoup, c'est combler les gaps dans une offre. Et c'est un peu ce qu'a dit Edgar indirectement, j'ai l'impression. Carrément. Carrément, parce que si on reprend ce que tu disais, Edgar, tu vois, tu dis, le gars, il a le besoin de sortir une VSL, donc en gros, tu vas lui créer son script, tu vas l'aider sur la partie montage, sur la façon de bien tourner, etc. Voilà, sur vraiment avoir une belle VSL à la fin. Mais du coup, c'est quoi la next step pour lui? Et en fait, il va pas balancer sa VSL comme ça sur Internet, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, l'objectif pour lui, son prochain besoin, c'est de créer forcément une page sur laquelle il peut héberger sa VSL et le transformer en tunnel de conversion. Et forcément, si tu rajoutes ça, c'est hyper pertinent. Tu peux même encore aller encore plus loin. Tu peux te dire, voilà, c'est quoi maintenant? Il faut qu'il ramène du trafic. Donc, comment je fais pour ramener du trafic? Oui. Je vais mettre en place tout un tas de leviers. Donc, c'est aussi un point intéressant pour ceux qui nous écoutent. Combler les gaps, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que faites en sorte de répondre à un besoin qui est complet. Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez vous rendre indispensable pour vos clients. Je vais prendre mon expérience perso, mais c'est comme ça que j'ai pu avoir certains clients qui me payaient entre 6 et 7 000 euros par mois par client, juste parce que simplement, en fait, on comblait tout leur gap. C'est-à-dire que c'est nous qui gérions, en l'occurrence, tout leur aspect marketing. Donc, on gérait les ads, on gérait leur tunnel, on gérait leur mailing, et on gérait en fait absolument tout. Ce qui fait que du jour au lendemain, s'ils voulaient changer, théoriquement, ils ne pouvaient pas. Soit ils devaient retrouver plein de partenaires ou trouver un partenaire qui faisait exactement tout comme nous. C'était avant, je vous parle de ça, c'était avant toute la vague de gros opérateurs qu'on a pu voir. Je sais même pas vraiment, pour être honnête avec vous les gars, je sais même pas vraiment à quoi ça correspond un gros opérateur. Ça un peu tout rien dire, ça reste mon avis, mais je sais pas. Edgar, toi t'es un peu plus dans le truc, dis-nous c'est quoi un gros opérateur? Je crois que ça s'appelle opérateur de croissance en français. En gros, c'est un coach, mais c'est un coach vraiment comme s'il était 24 heures sur 24 sur l'infopreneur qui l'accompagne, quoi. Okay. Qui est 360. Je pense que c'est notamment l'acquisition, la structure. Ouais, c'est ça. Hein. C'est plus. C'est un business. C'est ça. Un business développeur. Ouais, c'est ça. On en revient à ça. Aurélien, ça te parle toi ce terme? Je vois beaucoup ça passer, je t'avoue. C'est un peu à la mode. Pas trop, mais en fait, c'est un peu toi et moi, Alexis. C'est-à-dire que tu vois, toi, tu es la partie visible du scaling process, tu vois, et le gros opérateur, c'est un peu moi derrière, tu vois, qui est en train de manipuler Alexis. Ouais. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu le délire. C'est un peu le délire. Mais ok, bon, pour en revenir un peu à ce qu'on disait, de toute façon, dans tous les cas, Edgar, tu l'as bien compris, tu as réussi à venir comprendre le besoin derrière, te positionner sur un marché qui était spécifique, qui avait besoin de toi et qui avait les moyens de se payer ce que tu faisais. Et c'est comme ça que tu as pu avoir une croissance qui était intéressante. Tu as mis en place aussi des stratégies que beaucoup sous-estiment, je pense, tu vois, le bouche à oreille. Toi, tu l'as utilisé vraiment d'une façon qui t'a été hyper profitable, en fidélisant vraiment tes clients, en leur apportant beaucoup de valeur, en étant vraiment au proche d'eux. Ça fait que tu as gardé tes clients sur le très long terme. Ça, c'est le premier aspect. Et le second aspect, un peu SEO parasite, tu vois, où en fait on te trouve partout, mais parce que tu t'es mis de partout. Ça, c'est hyper intéressant aussi dans le sens où t'as pas grand monde qui le fait.
Ça a l'air très chiant un setup, je t'avoue, c'est un peu mon avis. Mais par contre, ça a l'air vachement efficace. Donc là, t'as trouvé deux axes pour bien te différencier, je pense. Ouais. Ouais, mais en setup, c'est assez simple. Ça se fait au quotidien. Et après, faut faire ce que aime bien Instagram. C'est-à-dire interagir et poster du contenu. Et après, avoir les bons mots placés au bon endroit. Mhm. Ouais, ça fait du sens. Je vous propose qu'on conclue ce podcast. Je vois que tu as apporté énormément de valeur par rapport à ça. Donc, merci déjà d'avoir accepté l'invitation. J'avais tenu à ce que tu viennes sur ce podcast. Donc, merci à toi. Bah, merci à toi, Alexis. Merci à toi, Aurélien. Avec Et, plaisir. et puis, bah, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, comme d'hab, quoi. Ça, je le dis à chaque épisode, donc vous avez l'habitude pour ceux qui nous regardent. Et puis, si vous avez d'autres freelances potentiellement à nous recommander dans les commentaires que vous voulez voir intervenir sur ce podcast, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez qu'avec Edgar, on aille un peu plus en profondeur sur certains sujets qui vous ont peut-être intéressé, n'hésitez pas également à nous faire savoir. Et puis, on se retrouve semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci à vous, les gars. Merci, ciao. Salut, ciao.